Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu vas raconter une histoire, envoie ta demande ici en direct et tu vas monter raconter ton histoire. Ou alors tu peux envoyer ton histoire sur le numéro WhatsApp à l'écran. Allô? Bonsoir. Bonsoir Frangin, comment tu vas? Très bien, toi-même. Je suis là, ça fait un bail. J'attends ton live depuis, frère. Oui, j'étais pas, Bonsoir à toute la disponible. communauté. Ok, gars, non, c'est bien, frère. Bon, je crois que c'est la troisième fois que tu me fais monter dans tes lives. Je sais pas si tu te rappelles. Et voilà. Aujourd'hui, je monte encore. C'est vrai, je me sens pas très bien. Mais je monte encore parce que j'ai une petite histoire un peu plus rapide là. Pour sensibiliser aussi les uns et les autres. Donc, DMG, avant de commencer, permets-moi toujours de t'encourager pour ce que tu es en train de faire. J'ai bien suivi l'histoire de ma soeur qui vient de descendre. Donc, avec ma petite expérience en tant qu'une personne spirituelle, je voulais répondre à ma soeur qui me suit que le monsieur est venu voir ta petite soeur parce que ta petite soeur est une personne qui a une étoile plus forte que les enfants de ton père. N'oublie jamais cela. On accouche l'enfant, chacun vit avec un aura, chacun vit avec une énergie très positive, très forte. Donc, ce monsieur d'abord était un monsieur spirituel. Il avait besoin de la lumière autour de chevaux, autour de ton père. Donc, la seule personne qui avait une lumière assez forte qui puisse s'approcher de ton papa, c'était ta petite sœur. Voilà pourquoi il est passé par elle. Ton père n'a pas une énergie assez positive, y compris toi-même, ma sœur. C'est pourquoi il a préféré passer par ta petite sœur. Il faut faire très attention à cette petite sœur-là. Observe bien comment ta petite sœur se comporte par rapport à d'autres enfants de ton père. Tu verras qu'elle a une capacité, elle a un comportement, elle a une attitude différente de vous tous. Tu sauras voir cela, ma sœur. Donc, DMG, voilà ce que je voulais dire rapidement en parenthèse. Comme tu viens de le dire. Alors, la petite histoire que je voulais vous raconter, c'est quoi? Je m'adresse ici aux uns et aux autres qui ne croient pas beaucoup, vraiment, à certaines de nos traditions. Moi, je crois en Dieu et DMG, mais je crois aussi à ma tradition. Moi, je suis de l'ethnie camerounaise, qu'on appelle les Bamileke. Alors, qu'est-ce que je vais dire ici? Nos grands-parents ou vos grands-parents qui partent, ces êtres chers que nous perdons, sont des gens qui partent d'un autre côté et qui ont cette possibilité de pouvoir interagir dans votre vie, vous les vivants d'aujourd'hui. C'est pourquoi quand vous ne faites pas certains honneurs, quand vous ne laissez pas des honneurs à vos parents, père, mère, grand-père, vraiment c'est une perte. Or, je vous dis, il y a vos parents qui peuvent beaucoup vous sauver dans cette situation, mais vous ne savez pas. Parce qu'eux, ils peuvent voir des choses que nous, ici vivants, nous ne voyons pas. DMG. Alors, c'est quand l'histoire? L'histoire, c'est ma propre histoire, en fait. Je suis dans une ville du Cameroun, non pas là où mon père et ma maman étaient, où j'ai grandi. Moi, je suis dans une ville du Cameroun pour le travail. Et mon papa et moi, c'était pas trop la belle histoire. Mon père et moi, on était deux personnes toujours à couteau tiré. On s'entendait pas toujours, on avait toujours des points divergents. Mon papa, bien qu'étant l'enfant d'un roi, c'était un prince dans mon village. Lui, c'est quelqu'un qui avait été toujours une nature un peu très orgueilleuse. Et moi, j'étais un peu plus table, en fait, beaucoup plus humble et tout le reste. Alors, lui et moi, ça le coinçait toujours. Aussi bien qu'une fois, quand ma grand-mère est morte, la mère à mon père, et laisse-moi te dire que ma grand-mère m'aimait beaucoup. J'étais l'un des petits-fils qu'elle appréciait beaucoup. Et quand elle est décédée, à son enterrement, je suis allé enterrer ma grand-mère. Je suis rentré. On a programmé les funérailles. Je n'étais pas aux funérailles, je suis pas allé 4 ans après. Mon père m'a gardé rancune, DMG. Il m'a gardé rancune pour cela. Et pourtant, cette période, je traversais des moments très difficiles. Au point où, chaque fois quand je restais chez moi, je pleurais à cause de ça. Ma grand-mère venait souvent me parler parfois dans les rêves, mais étant très jeune, avec un visage très jeune. Si bien qu'un jour, elle est partie trouver mon père dans les rêves. Elle a fouetté mon père dans les rêves, demandé qu'est-ce que mon père me prend. Tu prends quoi l'enfant là? Laisse mon petit-fils en paix, laisse mon enfant en paix. Mon père s'est réveillé en sursaut et mon maman qui dormait à côté de lui a observé ce qui se passait, comment le gars s'agitait dans les rêves. Il a fait ce rêve 3 fois, DMG. Et la maman lui a fait comprendre, si tu as un truc à parler, parle. C'est où il expliqua à ma maman que sa maman, à lui, ma grand-mère, vient constamment fouetter, battre sur lui, demandant de me laisser en paix. Parce que quand papa se fâche contre son fils, il bloque les portes et les change son enfant. Tu me comprends un peu, DMG?
Il bloque les chances de son enfant. C'est où ma grand-maman l'a fessé correctement. Et Dieu merci, une semaine après, c'était le réveillon de Noël. C'est où mon papa m'a appelé, j'étais à l'église avec ma femme. Il a appelé, fatigué, je faisais que raccrocher. Il appelait, je raccrochais. C'est où ma femme m'a dit, va décrocher ton père, Cédric. C'est où je suis sorti, je suis allé causer dehors avec lui, DMG. Ma femme a pris le téléphone, elle a causé avec lui. Il a supplié mon épouse de lui passer le téléphone, de me passer le téléphone et de causer avec lui. Moi, j'ai refusé. Bien que ma femme a insisté, c'est où moi j'ai causé avec mon papa. Et il m'a, de manière un peu subtile, c'était une façon pour lui demander pardon et qu'on arrangeait les problèmes pour la nouvelle année. DMG, j'ai pardonné. Mais ça ne venait pas tout le monde du fond de son cœur parce que le gars était battu par sa maman, mon frère. Et quand il s'est réveillé, il avait les traces sur lui, DMG. Il avait les traces sur lui. Et c'est où ma maman m'a appelé et m'a fait comprendre que sache que ton père, sa maman est venue le traumatiser la nuit. Donc, où il t'appelle là, ça ne va pas sur lui. Donc, voilà en fait ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc, les amis, n'abandonnons pas nos êtres que nous avons perdus. Que ce soit votre maman, que ce soit les papas, que ce soit les oncles, les tantes, avec qui vous avez noué des liens très forts. Ce sont des liens qu'on ne divise pas. Ce sont des liens qui ne meurent pas. Je m'adresse aux uns et aux autres. Il y a plusieurs personnes ici qui ont esquivé les poisons, les accidents à cause des personnes qui sont venues leur parler à l'instant T. Des fois, DMG, tu ne sais pas pourquoi tu es pressé pour prendre un véhicule, mais tu te rends compte que pour finir même le véhicule, un cœur te dit n'entre pas. Tu ne sais pas pourquoi, DMG. N'entre pas. Et tu vas écouter plus tard, peut-être 3 ou 4 temps après, on te dit que les gars ont fait l'accident. Donc vraiment, c'est ce que je voulais inviter par mon petit conseil, les uns et les autres à écouter. Et après ça, DMG, mes choses étaient bloquées quand j'étais en discutant avec mon père. Mais après ce problème-là, c'est important de commencer à s'ouvrir. C'est important de commencer à s'ouvrir. C'est parce que la maman a su que, et tant que mon père était en colère contre moi, ses portes seront toujours fermées. C'est pourquoi elle est venue dire à mon papa de libérer l'enfant là et ne pas le bloquer. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui, DMG. Et avec nos amis. Merci beaucoup, frère, pour l'histoire. Vraiment. Très bon, frère. Merci vraiment à toi. Passe une bonne soirée, DMG. Et à toi aussi. C'est moi le bébé qui fait que parler depuis derrière là. Bonsoir, DMG. Voilà, je voulais raconter une histoire. C'est ma propre histoire, hein, d'ailleurs. Je l'ai vécu. Ça remonte déjà à plus de 10 ans. Je n'avais même pas encore d'enfant. Et je sortais avec un monsieur, on va dire, entre autres, qui était dans des sectes pernicieuses. Et je peux dire que j'étais envoûtée. Non, je suis pas enrhumée, désolée, je souffle la rhinite. Et je peux dire que j'étais envoûtée par ce monsieur. Bon, ce monsieur, on s'est rencontrés, il faut dire que j'étais en terminale. Et la façon dont on s'est rencontrés, c'est qu'il m'a dit, ah non, mais tu attires, hein, tu m'attires et tout. Tu as un truc de particulier, tu brilles et tout. Et puis, voilà, on a commencé à se mettre ensemble. Et il habitait à Ngoundje. Bon, parce que je suis au Gabon. Il habitait à Ngoundje, dans la zone d'Angoundje là et tout. Et un jeune, hein, vraiment jeune. C'était, on va dire, des appartements. Lui, il avait le bas et le haut. Le bas était vide. Et le haut était occupé par lui-même. Le haut, c'est là où on passait les journées, on était là ensemble et tout. Et dire même que je l'accompagnais souvent dans ses réunions. Quand il y avait des réunions, on partait et tout. Et moi, je restais toujours en bas dans le véhicule. Il faut déjà notifier que c'est un monsieur qui est dans une famille là où tout le monde est dans la même secte. Les frères sont dans cette secte, les sœurs se sont mariées même à des gens qui sont dans cette secte. Père et mère dans la secte là. C'est comme quand on dit je suis chrétien, mes enfants sont chrétiens. Eux, c'était comme ça là leur histoire. Et il avait, dans la maison, il avait une chambre où moi, normalement, je ne devais pas souvent rentrer, surtout la nuit. Et tout au fond, il avait une bassine métallique, comme un peu les bassines au Gabon qu'on fait les mariages coutumiers avec là. Il y avait de l'eau à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'on vivait en tout cas. Je n'étais pas... En fait, je ne l'aimais pas, mais je ne sais pas aussi ce qui m'attirait vers lui. Ça, c'était un coup. Et quand je suis allée à l'université, j'avais une condisciple de classe qui aimait trop me parler, me disait toujours que mais tu sors avec une mauvaise personne, il faut laisser cette personne. Pourquoi tu es toujours en train d'être avec cette personne? Cette personne cherche à apprendre quelque chose sur toi, tu vois pas ça. Et moi, je ne voyais pas ça comme ça parce que c'était quelqu'un de bien aisé qui me donnait de l'argent et tout, qui m'a appris à conduire, mais
honnêtement, cet argent, aujourd'hui, je réfléchis, je n'ai rien fait de ça. Les voyages, tu pars, tu reviens, même tout ce que j'achetais aujourd'hui, je ne possède plus rien de tout ça là. Et donc, quand un jour on était ensemble, je lui ai posé la question que dis-moi, dans ce que tu fais là, en tout cas dans votre religion ou quoi là, tu peux me tuer. Il m'a dit, on ne tue pas n'importe qui, mais on peut utiliser des gens. Il dit, il y a des gens qu'on tue, il y a des gens qu'on utilise. Est-ce que tout le monde est fait pour être tué? Ah, ça fait un tic. J'ai commencé à réfléchir. Après, tout d'un coup, c'est comme si on m'a encore réenvoûté. C'est parti seul comme ça là. Et la maison du bas était vide, mais c'était là-bas là où il priait, où il faisait ses méditations. C'était comme ça là. La maison du bas ne servait qu'à ça. Quand il est là-bas, moi je ne pars pas. Et un jour, dans la chambre là où je ne devais pas trop rentrer, surtout la nuit là, on a eu une dispute. Et en se disputant, je suis partie dans la chambre là. Je suis allée m'allonger sur le lit dans la chambre là. Et puis il m'a dit, non mais sors de là-bas, tu fais quoi là-bas? Et tout, il faut passer au salon, il faut passer dans l'autre chambre. Tu sais que tu ne dois pas aller là-bas. Je dis, je reste dans la chambre là. Mais DMG, en face de la chambre, en fait, dans la chambre en face, il y avait la douche et il y avait le placard. Il n'y avait pas la lumière à la douche. Je n'étais pas là à la douche. Il y avait le placard. Mais je sentais que, soit dans la douche ou dans le placard, il y avait quelque chose qui me regardait. Il y avait quelque chose qui me regardait. Je sentais comme que non. Là, il y avait un truc pas du tout normal. J'étais là, je dis, ah mon Dieu. Et je suis repartie, je suis sortie. Je suis partie chez moi. Mais curieusement, je n'arrivais pas à parler de cette histoire aux gens. Du genre que je sors avec quelqu'un qui est bizarre et tout. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je l'ai accompagné même jusqu'au charbonnage. Bon, ceux qui sont au Gabon savent le temps qui se trouve au charbonnage. Je n'ai pas envie qu'on me tue aussi comme un nigga, pardon. Je l'accompagne, je suis même là-bas garé. On est là, si je l'attends. C'est quel niveau d'envoûtement de bêtité que j'ai, Seigneur Jésus. Mais bon, je laissais ça comme ça là. Et un jour, je suis partie. On a continué la relation avec les hauts et les bas. Je suis partie chez lui. Et puis, il pleuvait grandement. Je suis allée à la route, je ne sais pas trop faire quoi. Et je suis retournée. Il y a un monsieur, un gardien qui me dit... un Burkinabé me dit, mais tu vas où? Je dis, non, mais je vais là-bas. Il me dit, oh, tu viens avec le monsieur, quoi? Je dis, oui, oui, c'est mon petit ami. Il me dit, oh, ma soeur. Je dis, mon frère, il y a quel problème? Il dit, tu es sûr que l'homme là, tu le connais bien? Je dis, oui. Bête ou je ne sais pas envoûté que j'étais, je suis partie. Je dis, ah, il y a un monsieur là, un gardien devant là-bas, il est parti. Voici ce qu'il m'a dit quand je suis partie. Il allait bien menacer l'homme là, bien menacer. Je n'avais même jamais vu fâché comme ça. J'ai dit, hé, Seigneur, les menaces de ça. Et le truc qui était curieux, c'est que quand j'attrapais un retard, si je lui dis, j'ai un retard, genre j'ai un retard et tout, le jour là, il s'arrange à ce qu'on fasse l'amour. Le matin, j'ai seulement le sang qui sort. Soit dans la journée, l'enfant passe 1, 2, 3 fois. Et il y avait toujours cette concept de classe là, en fait. Il me parlait toujours, mais toi, tu ne vois pas que tu avais quelqu'un de bizarre. L'homme là, tu ne le vois pas bizarre. Et pourtant, il était jeune, bien beau mec, comme les filles gabonaises aiment là. Tu es bizarre, il est bizarre et tout. Il cherche à prendre quelque chose sur toi. Je ne l'écoutais pas. Mais avec le temps, comme ma mère prie beaucoup, paix à son âme, j'ai dit un jour dans ma chambre, Seigneur, si l'homme là est bizarre, s'il veut vraiment faire quelque chose avec moi, permets que je puisse sortir de là. Parce que je n'ai pas envie de mourir comme les gens qu'on voit elles sont mortes, on ne connaît pas l'histoire. Et les jours sont passés, un jour je suis partie chez lui. Au nom de rien, il n'y avait aucun problème. Je me suis levée aux environs de 22 h. Et je suis partie à la route chercher maintenant à prendre un clando. Et dans Ngonja à l'époque, c'était difficile d'avoir les clandos à l'heure là. C'est maintenant un véhicule qui passe. J'arrête le véhicule, vous pouvez me déposer au cas là et tout. Ah, l'homme là même me regardait bizarre parce qu'à l'époque, je n'étais pas encore trop bien construit dans la zone d'Angonje là. Il m'a quand même pris. Je suis montée, je suis venue. Depuis le jour où j'étais partie de chez lui là, je n'ai plus jamais remis les pieds là-bas. Il m'a appelé. Je décroche. C'est comment tu es où? Je dis, je suis chez moi. Tu es partie de la maison sans me dire. Mais j'avais toutes mes affaires
En majorité, mes affaires, surtout mes cartes bancaires, ma carte d'identité nationale, mes cartes là étaient chez lui. Moi, maintenant, pour aller prendre ça, c'est la première fois que j'avais eu peur de me rendre dans cette maison-là. Je ne sais plus ce que cette maison avait de patrimoine, mais j'avais peur. Et quand je dormais, je me voyais toujours avec lui en train de dire que tu devais lire, non, tu devais lire ça et puis signer, non. Tu peux faire partie, tu devais lire ça et puis signer, non. Et je priais toujours, je priais. J'ai pas voulu raconter ça aux gens, mais j'ai commencé à prier. J'ai vraiment commencé à considérer la relation avec le Seigneur. J'ai prié. Et j'ai laissé peut-être un mois comme ça. J'appelais souvent pour lui que mais ramène-moi mes affaires. Rien. Il me dit tu veux tes affaires, viens prendre ça à la maison, même quand je ne suis pas là. Je dis seulement que qui? Et c'est là où c'est comme si une pensée m'est venue que dans cette maison-là, il y avait une sirène. Mais bon, je banalisais parce que quand tu as peur, il y a aussi toutes les pensées du monde qui arrivent. Je disais non, faut pas être extrémiste comme ça là. Et un jour, je dors, je fais un rêve là où je suis maintenant en train de marcher sur de l'eau avec des gens. Et puis les gens là disent non, mais je dis, mais il y a des lumières dans l'eau comme ça bleu, pourquoi? Ils disent non, faut pas regarder, ce sont eux qui nous permettent de marcher sur l'eau comme ça là. Si vous regardez, vous allez vous noyer. Quand je me retourne, c'est comme s'il y avait une sirène et la sirène là m'a comme étouffée dans le rêve. Je me suis réveillée, j'ai prié. C'en était trop, je suis allée parler de ça à maman. Et puis on a commencé à prier là en bonne mère africaine là. On a fait le jeûne de 3 jours forcés. On a prié. Et un jour, lui-même, il est venu. Il est venu à la maison, il m'a déposé mes cartes bancaires. Il a déposé certaines de mes affaires et d'autres sont restées comme ça. Et les années sont passées, Mon frère allait enceinter une fille. La fille là a accouché. Quand on part maintenant voir la fille là, dans la période du Corona, à Libreville, il y avait le confinement partiel. Quand on part voir la fille là, ce jour-là, curieusement, je vois un numéro qui m'appelle et tout. Je dis, ah oui, bonjour, c'est qui et tout? Oh, non, tu connais plus ma voix et tout, c'est lui. Et donc, je cite son nom. Je dis, ah, comment tu vas? Et des trucs comme ça. Et la fille, là, elle me regarde, mais elle ne dit rien. Quelques jours après, elle me dit, quand elle vient maintenant avec son bébé à la maison, que tu connais tel monsieur, je t'ai entendu parler. J'ai dit, oui, on s'entend ensemble. Elle dit, mais le monsieur l'a rendu ma copine folle. Hein. Je dis, comment ça? Elle dit qu'il a fait un enfant avec sa copine, mais que par la suite, il a demandé à la fille de donner l'argent. L'enfant plutôt, elle a refusé. Il a donné, en contrepartie, il voulait de l'argent. Elle a refusé. Il a rendu cette fille folle. Et il paraît que c'est au Nigeria qu'on allait soigner cette fille-là dans l'église d'un monsieur là, une grande église que le monsieur a même décidé l'année passée là. Elle m'a dit, oh mais tu as vraiment raté parce que ce gars-là est très dangereux. Il est dans les cercles, il est comme ça. Je ne pouvais plus venir lui dire aussi que, oh moi là même je devais mourir ou bien je devais devenir folle. Et depuis ce jour-là, je me suis juré qu'un gars peut être beau, un gars peut être friqué, un gars, en tout cas, tu peux être beau, tu peux être friqué comme quoi, je ne peux plus m'aventurer à sortir avec les jeunes là, les jeunes Gabonais que vous voyez là. Je ne vais pas parler des autres nationalités parce que je ne connais pas, mais tout ce que je sais, c'est que les jeunes Gabonais aujourd'hui sont dangereux. Et parfois même c'est une histoire de famille. Tu te dis qu'il n'y a que lui, c'est toute une histoire de famille. Ça m'a vraiment servi de leçon. Et j'ai dit plus jamais je ne serai là à compter sur l'argent de l'homme. Parce que moi, je m'aime bien faire ça. Je suis belle, j'ai des belles formes, donc je vais compter sur l'argent de l'homme. Mais aujourd'hui, là, je ne peux plus. Je ne sais pas ce qu'il est devenu entre-temps. Je sais qu'il a rendu ça la mère de son enfant folle, comme ma belle-sœur avait dit, mais je sais que c'est une histoire qui m'a traumatisée jusqu'à maintenant. Parfois, quand je pense à ça, je dis, ah, mais j'ai failli mourir, hein. Et donc, vraiment, les filles, faites attention aux hommes avec qui vous sortez. Tous les hommes ne sont pas les mêmes, mais apprenez à prier. La prière est importante. Prie Voilà. quand tu trouves un homme. Prie quand tu es avec un homme. Parce que tu ne sais pas. Parfois, quand tu le trouves, vous êtes bien. Mais tu ne sais pas là où il va aller mettre les pieds ou les gens qui vont l'aborder. Il faut prier pour ça. Parfois, au début, il t'aime. Au milieu, tu deviens le sacrifice parce qu'on lui a dit que si tu veux continuer ou si tu veux ascender, voici ce qu'il faut faire. Donc vraiment, c'était ça mon histoire. Excusez-moi pour la longueur, mais les filles gabonaises, je vais parler des filles gabonaises, faisons attention parce que je vois comment nous, on vit ici, là, au Gabon. Dès que quelqu'un a un peu l'argent,
Ça devient le best, ça devient les grandes fiançailles, les grands mariages. Au revoir Merci, et... merci beaucoup pour l'histoire. Hmm. Dans les commentaires. On peut toujours préciser que euh, c'est pas tous les jeunes Gabonais. Hein. Toi, c'est que j'aimerais préciser ça parce que on va toujours généraliser. Voilà, il y a des jeunes Gabonais qui le font, mais c'est pas tous les jeunes. Donc, hey. Après, quelqu'un m'a monté à raconter l'histoire que méfiez-vous des jeunes Camerounais. Et là, je me sens indexé directement. Hein. J'imagine qu'il y a des Gabonais jeunes dans le direct là. Ils sont un peu genre, hey, moi tu m'accuses, moi j'ai fait quoi? Sinon, l'histoire c'est ça. Hein. Méfiez-vous, les filles là. Méfiez-vous, s'il vous plaît. Bonsoir, le 9. Oui, allô, bonsoir. Bon, mon histoire, elle est très courte et je vais essayer d'être le plus bref possible. L'histoire se déroulait dans la ville de Mwanda et du coup, il s'agissait de mon grand-père. Et cette personne, en fait, avait été accusée de sorcellerie et soumise à un tribunal traditionnel. Du coup, de là-bas, ils ont décidé, en fait, de monter un plan avec quelques membres de ma famille, en fait, qui étaient de mèche et donc contre mon grand-père. Et du coup, ce qui s'est déroulé, c'est qu'il a été comme anesthésié et du coup, il n'a pas eu la parole. Ce qui fait qu'ils l'ont accusé à tort et l'ont lancé une sorte de sort autant pour moi. Et il a commencé à tomber malade jusqu'à ce qu'il meure. Et quelques mois plus tard, des gens ont commencé à être hospitalisés sans maladie détectée à l'hôpital et sont décédés 3 personnes. En récitant son nom à l'hôpital et en disant « Je t'ai pas seul, pourquoi tu me frappes, pourquoi tu me fais ce genre de choses, je suis ton père ». Et ils sont décédés par la suite. C'est la fin de mon histoire. D'accord. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci à vous. Au revoir. Bonsoir DMG. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Très bien, tant mieux. Ça va très bien. En fait, je vais raconter l'histoire d'une amie. C'est pas ma propre histoire. Je suis gabonaise. Raconte ton histoire à toi-même. Je n'ai pas des histoires mystiques, désolée. En fait, j'ai une amie. On était en classe de première. Elle avait 2 gars. Donc, elle gérait les 2 relations. Elle sortait qu'un homme marié et un homme célibataire avec qui elle avait des projets et tout. Alors, comment un jour, et le monsieur marié lui mettait vraiment à l'aise. C'était à l'époque où les Blackberry venaient de sortir. Donc, en fait, tout ce qu'elle demandait au monsieur, le monsieur remettait. On était on était une bande de 3 copines. Voilà, maintenant, je lui avais dit, ah, ma copine, toi, ton monsieur marié, là, moi, je ne le trouve pas clair et tout et tout. Oh non, c'est un monsieur bien gentil, il m'aide beaucoup, c'est lui qui paye mon école depuis la 3e, parce qu'on est en classe de première. C'est lui qui paye mon école depuis la 3e et tout, donc vraiment, il est bien. Le jeune, lui, il a sa copine encore qui l'embête, moi, ça me saoule. Donc, il faudrait que je puisse faire un choix, j'ai envie d'avoir mon propre gars à moi et tout. Ah, mais ma copine, mais c'est pas comme avec un monsieur marié. Non, 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 il est bien. Ok, d'accord. Des années sont passées, elle a finalement laissé son jeune gars. Elle est restée avec le monsieur marié. Des années après, en fait, son but, c'était d'avoir l'enfant avec le monsieur marié. Ah, ça, c'est une très mauvaise idée. Non, je suis sûre qu'en faisant l'enfant avec le monsieur, j'aurai tout ce que je veux et tout. Ah, finalement, elle a fait l'enfant avec le monsieur. Mais vraiment, DMG, je te jure, un très beau petit garçon. Beau. Le monsieur mettait ma copine et l'enfant à l'aise. À un niveau où c'était à la veille, parce que nous, on était passé en terminale, elle avait repris. Et quand nous, on était déjà à l'université, elle est passée son bac. Donc, une nuit, l'enfant tombe malade et tout. Elle restait déjà chez sa mère, au Cap, chez sa mère à Libreville. Donc, l'enfant tombe malade. Le lendemain, elle devait composer son bac.
elle se lève la nuit, avant d'aller à l'hôpital, elle donne d'abord l'enfant les premiers soins, le sirop et tout. Boum, l'enfant meurt. En fait, l'enfant meurt comme ça. Donc, elle était tellement choquée. Elle avait même raté le bac cette année, en 2014, elle a même raté le bac. Des années après, je ne sais pas de quoi l'enfant était mort. Des années après, quand j'étais au Ghana, elle avait pris contact avec moi en me disant, je voyais qu'elle me parlait maintenant de Dieu. Genre, c'est elle qui voulait maintenant trop m'évangéliser et tout et tout. Je dis que, mais toi, c'est comme avec ton histoire de Dieu que tu m'évangélises là. Moi, je me souviens à l'époque, quand je voulais te parler de Dieu, tu disais, voilà, tu n'étais pas trop intéressée. Non, elle était maintenant devenue très grande chrétienne. Je pense même qu'elle mange à la droite du Père. Non, Astrid, la vie, c'est pas comme ça, machin. Je dis que, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie que tu viens maintenant me parler comme ça? Et parce qu'on appelait son monsieur marié le DG. Et, mais DG, parce que je crois qu'il était directeur de quelque chose comme ça, d'une grande société de la place. Et DG à quel niveau et tout? Oh non, c'est un sorcier. Aujourd'hui DG c'est un sorcier. DG qui t'a mis à l'aise, DG tout, est devenu un sorcier. Ça, elle m'explique l'histoire que... Bon, elle m'explique maintenant l'histoire de pourquoi elle s'est séparée avec DG, parce qu'elle m'avait jamais expliqué cette histoire. Elle me dit non, le monsieur venait la miroiter. Mais non, on savait qu'il venait te miroiter. C'était pas simple parce que tu n'es pas la plus belle, tu n'es même pas la plus intelligente. Et déjà, c'est un monsieur marié où sa femme aussi a vraiment fait l'école. Sa femme, il a investi avec sa femme. Donc, qu'est-ce que toi, tu as de plus qu'il va te suivre, en fait? Elle dit non, le monsieur venait la miroiter. Il était d'après ce qu'elle me raconte, le monsieur était dans une secte. En fait, il trouve une fille, il s'occupe de la fille pendant 6 ans, jusqu'à ce que tu lui donnes l'enfant, et après, il récupère l'enfant. Je lui dis, mais comment ça? Elle m'explique, quand elle était enceinte, le monsieur a même construit la maison. Le monsieur avait tout fait. Il avait déjà mis la maison au niveau des finitions. En fait, ils étaient déjà au niveau des finitions. Et après, le monsieur l'avait promis que quand elle devait avoir son bac, il devait l'acheter une voiture. Il avait miroité en allant visiter les voitures avec elle. En fait, pour elle, c'était la belle vie. Donc, quand l'enfant meurt, il vient chez les parents pour reconnaître que oui, j'ai fait l'enfant avec votre fille, mais l'enfant est mort. Je prends tout en charge. Il a tout pris en charge. Le lendemain, le monsieur devait voyager dans une autre province. Quand il n'avait pas de problème. Hein. Quand il voyage, quand il revient, elle constate que le monsieur a complètement changé avec elle. Il ne répondait plus à ses appels. Et en fait, il ne faisait plus rien. Il ne s'occupait même plus d'elle. Mais avant de partir, il avait déposé de l'argent chez... je ne sais pas comment on appelle ça. En tout cas, une quincaillerie pour terminer directement les travaux. Et elle était allée chercher que, mais lui et moi, on n'a aucun problème. On a perdu l'enfant. Mais pourquoi il devient distant avec moi? C'est dans ses recherches chez les Noirs qu'on a expliqué que, mais voilà comment le monsieur est. Donc, depuis ce jour, elle est devenue une très grande chrétienne. Elle a décidé de ne plus sortir avec les hommes mariés et seulement avec des jeunes. J'ai dit, mais ce que tu ignores, c'est que la personne soit mariée, jeune, célibataire. Aujourd'hui, la vie est tellement dangereuse que tu dois faire attention. C'est vrai que c'est une mauvaise expérience que tu as eue, mais cela ne... Voilà, ce sont des choses de la vie. Voilà, c'est un peu ça mon histoire, de dire que nous devons faire très attention. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Ok, merci. Bonsoir, Cathy. Bonsoir à DMG. Bonsoir à toute la team. Comment allez-vous? Je veux raconter. Je vais très bien, et vous-même? Je monte pour la première fois. J'espère que je ne serai pas stressé. Non, il n'y a rien. Parlez normalement. Je raconte. Oui, je parle normalement. Voilà. Je raconte ma propre histoire qui a eu lieu le week-end dernier. Une promotionnaire a perdu sa petite sœur et nous sommes allés dans une ville voisine. Je suis camerounaise et c'est au Cameroun, dans le littoral. On allait dans une ville voisine de Douala pour les obsèques. Entre-temps,
c'est la ville qui nous a grandis parce que c'est des promotionnaires d'école. C'est là-bas que nous avons fréquenté et tout. N'ayant pas d'attache là-bas parce que mes parents étaient passés pour le travail et après, on est parti de là. Chaque fois que je vais là-bas, je finis à l'hôtel. Donc, je prends une chambre d'hôtel et puis j'ai une grande sœur du village qui est aussi passée par là. Mais elle a construit, je savais pas. Dans les commentaires, elle m'a dit que, mais comment ça, quand tu arrives là-bas, ne prends plus de chambre d'hôtel. Moi, j'ai construit là-bas, j'ai les locataires et puis la maison même dans laquelle je vis, il y a un jeune homme qui vit là-bas. Quand tu dois partir, tu me dis, je lui fais signe et puis il prête la chambre pour toi. Quand on arrive, on va au lieu du deuil. Et moi, ne sachant pas veiller, ils sont partis de ce deuil pour un autre parce qu'il y en avait plusieurs en même temps. Je suis restée au lieu du deuil, fatiguée. J'ai appelé son garçon là. Il est venu me chercher, on est parti dormir. Mais DMG, je n'ai jamais passé ce genre de nuit. Quand je suis arrivée, j'ai prié. Je suis entrée dans ma chambre. J'ai prié, il voulait faire les commentaires. Je ne voyais pas ce que je pouvais parler avec lui. J'étais fatiguée. Il était plus de 21h. Je suis entrée dans ma chambre, j'ai fermé la porte. Et curieusement, il n'y avait pas les fenêtres. Bon, c'était pas, il n'y avait pas de fermeture. Juste l'antivol, le grillage et puis un semblant de rideau. Déjà que dans ma tête, on était en train de me lorgner de l'extérieur. J'ai essayé de m'endormir, j'ai fait ma prière, je me suis couchée. DMG. Ce que vous appelez régulièrement, que les abonnés disent que la paralysie du sommeil. J'en ai fait 10 pendant cette nuit-là. Au moins 10. Chaque fois que je me couche, dès que le sommeil veut me prendre une paralysie du sommeil, je me débat, et c'est quand je crie Jésus que je sors de là. À un moment, vers 1h, je n'ai pas pu supporter. Je me suis levée, j'ai commencé à chanter des louanges. J'ai chanté, j'ai écouté une méditation. J'ai mis mes genoux par terre, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, pardon papa. Je suis venue ici là pour me reposer. Je ne suis pas venue faire quoi que ce soit. S'il y a un esprit maléfique dans cette maison qui veut me combattre, combat pour moi, Seigneur. Combat pour moi. J'ai fini de prier, je me suis couchée, j'ai encore chanté. J'ai chanté à haute voix. Pas le genre de chanson que je chantais vraiment. Que c'est même le garçon qui est dans ma maison là qui est en train de me faire ça. Ça va se savoir. Après, le sommeil a essayé de me prendre. Le matin est directement arrivé. Je suis partie me laver. J'ai dit à ce bonhomme là que je m'en vais. Cherche-moi une moto. Il dit que non, c'est pas loin, c'est là à côté. On est arrivé hier nuit, on a pris la moto. Il m'a accompagné. Quand je me suis retrouvée, il est rentré. J'ai dormi. Depuis que je suis rentrée, j'ai dit que je n'appelais pas ma soeur en question qui a cette maison-là. Parce que justement, pendant que j'étais en train de faire ce rêve-là, pendant que j'avais cette paralysie de sommeil, elle a apparu dans mon rêve. Elle était en train de compter les pièces d'argent. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et je me demande comment je peux être chez quelqu'un. Je passe des moments difficiles dans mon sommeil et je la vois en train de compter de l'argent, des pièces d'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne connais pas lire les rêves et tout. Quand je suis rentrée, je me suis dit que je ne l'appelle pas. Je vais un peu voir sa réaction. C'était depuis dimanche que je suis rentrée dormir. C'était samedi. Je suis revenue à Douala depuis dimanche. Elle m'a même pas encore fait un message. J'ai dit que bon, je vais aussi rester pour voir comment ça va se passer. C'est mon histoire pour une première sortie. J'espère que je n'ai pas gaffé. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir DMG. Merci aussi. Bonne nuit. Merci. Dans les commentaires. Bonsoir. Bonsoir DMG. Bonsoir. Alors, pour moi, c'est pas une histoire, c'est juste un avis que j'aimerais avoir. J'aimerais avoir l'avis des internautes sur cette situation-là. En fait, c'est une situation que je vis depuis un moment avec, je ne sais pas comment je peux dire ça, un ami de longue date avec qui j'ai souvent eu des relations, avec qui j'ai eu une histoire.
Du coup, à un moment donné, je lui ai demandé de m'aider à faire le permis. Genre, bon, je voulais pas directement passer par auto-école, toute la procédure, le protocole d'auto-école, et puis arriver jusqu'à la validation du permis et tout et tout. Donc, je lui ai demandé de m'aider à faire un permis. C'est comme ça que je lui ai remis, il m'avait demandé de l'amener la copie de mon passeport et je ne sais plus quel autre document là, qui devait voir comment se battre pour faire à ce que j'ai le permis. D'abord le bleu et ensuite le rose sortira plus tard. Je lui ai remis ces documents-là, ça fait bientôt près d'un an. Sans suite, à chaque fois, je demandais à quel niveau. Oh non, il m'a appelé, il m'a demandé de le rappeler. Oui, je vais passer au bureau du monsieur et tout et tout. Toujours rien. C'est comme ça qu'une fois, je suis allée chez lui. Arrivée chez lui, il m'a dit, ah, ça tombe bien que tu sois là. Bon, il y a le gars qui va m'aider à faire ton permis là, qui dit, bon, faut signer sur la copie de ton passeport, puisque j'avais fait une copie que je l'avais remis. Faut signer dessus 3 fois et puis je vais amener ça à son bureau demain. Je vais faire ça, puisque je lui faisais aussi un peu le bruit dessus. Donc, une manière de se débarrasser de moi, il voulait me faire signer la copie du passeport. Bon, au moment où je prends le stylo, je me courbe pour signer puisque c'était sur la table à manger. Il vient se mettre debout en train de regarder comment je vais signer. J'estime que c'est parce qu'on était dans la maison et puis voilà, bon, il était debout. Mais avant de signer, je me souviens que, je ne sais pas si c'était un réflexe ou bien c'est un truc que j'avais dit, oui, désormais, je ne peux plus signer un document. Je me souviens une fois, notre grande sœur, notre maman, Linda Bongo, avait fait un live où elle nous sensibilisait, où elle nous disait de ne pas souvent signer des documents ou encore prendre l'argent des hommes sans toutefois essayer d'annuler ce qu'ils ont prévu avec cet argent-là ou la signature que tu vas imposer sur un document. Donc, par réflexe, je lui ai dit, j'espère que là, tu me fais signer. En fait, pour moi, ça tendait premièrement comme une blague, en fait, du genre, j'espère que quand je vais signer là, c'est pas parce que tu vas me mettre dans la loge, c'est pas pour m'amener à la loge. Il me dit non, comment tu peux dire ça? J'ai dit non, en fait, je blaguais, t'inquiète, c'était juste une blague, t'inquiète. Et j'ai signé, effectivement, j'ai signé. Mais au moment, comme la grande Linda disait, quand vous signez, une fois la personne vous a dit que l'argent que vous avez pris là, ce n'est pas pour vous vendre dans la loge ou bien c'est pas pour vous faire du mal, automatiquement, ce que la personne a prévu est annulé. Donc, j'ai signé ce document-là. Au premier abord, ça ne m'est pas venu en tête que c'est dans le négatif ou bien que j'étais sérieuse. Mais depuis ce jour-là, je vous assure, ça fait plus de 3 mois. Dieu merci, je ne dépends pas de lui, rien. On n'a pas vraiment d'attache, c'est juste, on peut se voir en passant après 1 mois, après machin. Mais depuis que je suis partie de là, il ne m'appelle plus. J'appelle, il ne décroche pas. J'appelle, il ne décroche pas. Même quand j'appelle avec le numéro d'une autre personne qui décroche que c'est moi, il dit oui, je te rappelle, s'il te plaît, tu peux me laisser te rappeler là, s'il te plaît. J'ai dit, je sais que tu m'as pas rappelé, mais je voulais demander votre avis. Est-ce que le fait qu'il réagisse comme ça ne voudrait pas signifier que j'ai peut-être anticipé ce qu'il voulait faire ou bien c'est... Bon, parce que si c'est la frustration, c'est quelqu'un qui, dès que je dis non, pardon, excuse-moi, désolé pour ce que j'ai dit là, bon, non, ça va passer crème. Mais là, j'ai franchement l'impression qu'il voulait faire quelque chose et que j'ai anticipé et donc il est fâché, il ne veut plus me parler, rien. Je veux en fait avoir l'avis des internautes là-dessus. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire et il faut lire les commentaires. Sûrement, tu auras ta réponse en commentaire. Attends, tu veux le permis sans conduire comment, non? Non, j'ai commencé l'auto-école, après j'ai arrêté. Au bout de 3 mois, j'ai arrêté, je suis pas allée à la fin. Je n'ai pas non plus fait je sais conduire, mais je suis pas allée au niveau de passer les examens. Donc ça se fait, hein. T'inquiète pas, ça se fait. Genre, tu ne passes pas tu ne sais pas conduire, mais tu as le permis. C'est vrai que c'est pas très recommandé. Voilà. Force tranquille, bonsoir. C'est comment? Bonsoir à tous. Moi, j'ai deux toutes petites histoires. Je sais pas si je vous raconte toutes les deux ou je reviens après. Ok. Alors, la première, il s'agit de mon grand-père maternel, donc le papa de ma maman. Donc, c'était au village. Ils étaient allés à la chasse le matin. Ils sont allés à la chasse et la chasse est bien passée.
tous les autres sont rentrés. Bon, pour ceux qui connaissent la forêt du Mayombe, là-bas, vers... voilà, je sais pas ceux qui... Comme on dit, il faut pas trop dire. Bon, bref, c'est vers là-bas. Ils sont allés en forêt. Ils ont fait la chasse. Les autres sont rentrés. Lui, non, ils l'ont pas retrouvé. Donc, il avait disparu. Ils l'ont cherché. Ils ont appelé. Introuvable. Après, les autres sont rentrés. Et mon grand-père maternel est resté là-bas des jours dans la forêt. Personne ne savait où il était. Les gens commençaient déjà à faire la veillée. Et donc, il était perdu. Dans la forêt, un jour, il marchait, il a vu un sanglier. Et le sanglier est venu s'approcher vers lui. Le sanglier s'est arrêté vers lui. Il lui a fait signe de le suivre, en fait. Et il a suivi ce sanglier-là jusqu'à la sortie de la forêt, jusqu'à l'entrée du village. Et là, mon grand-père est sorti, il a retrouvé son chemin, alors que les gens pleuraient déjà, on croyait qu'il était mort. Et quand il est arrivé, depuis ce jour-là, dans la famille, on ne mange pas de sanglier. Et c'est pour dire aussi, voilà, comme il y avait quelqu'un qui était passé là pour dire respect aussi aux traditions, respect aux ancêtres aussi, c'est très important. Donc ça, on n'a jamais compris, on n'a jamais pu expliquer ce que c'était. Mais depuis ce jour, on ne mange plus de sanglier. Ça, c'était la première petite histoire, en fait. Je ne sais pas si je descends ou je continue la petite deuxième. Ok, la deuxième, c'est aussi courte comme ça, non? Excuse-moi. La deuxième, en fait, c'est... Je ne sais pas, j'avais déjà parlé de ça, mais je reviens là-dessus, le pouvoir de la parole. Très, très, très important. Aujourd'hui, la vie d'un enfant peut basculer dans le bien ou dans le mal. J'attire l'attention des mamans. Le pouvoir de la parole. Vous avez un enfant, parlez-lui du bien, parlez des bonnes choses. Mon enfant, tu es intelligent. Mon enfant, tu es beau. Mon enfant, tu es sage. Et c'est ça que cet enfant va porter. Et c'est ça que cet enfant va développer. Mais si vous l'insultez, vilain, regarde la tête, comme tu es comme ça, vous insultez cet enfant, vous rabaissez, eh bien c'est ce que cet enfant va développer aussi. Je parle des enfants, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, des fois, il y a des gens qui sont là, leur vie, on cherche des sorciers partout. Mais c'est une seule parole qui avait été prononcée qui a changé cette vie. Attention à ce qu'on sort de notre bouche. Surtout quand c'est une personne qu'on aime. Prononçons des bonnes choses et donc surtout à nos enfants. Les mamans, j'attire votre attention encore aujourd'hui. Je t'ai déjà venu parler de ça une fois, je reviens là-dessus. Attention, tu es en colère, attention à la parole que tu vas sortir à ton enfant. Il y a des effets, même dans des couples. Certaines filles ne peuvent plus mettre au monde ou des hommes qui n'ont pas des femmes. Pourquoi? Une seule parole que la maman avait sortie. Toi là, si tu me fais pas ça, tu verras ta vie ceci. Attention. Merci à tous. Je fais un gros bisou dans les commentaires DMG. Merci. Merci beaucoup, Force Tranquille. Trop de vérité. Quand une maman dit à sa fille, si tu continues avec ton gars là, tu ne vas jamais avoir la paix dans ton foyer. Comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire ça? Même si le gars, c'est comment? Tu maudis ta fille comme ça là, vraiment. Ouais. Bonsoir. Bonsoir DMG. Bonsoir tout le monde. Une histoire est brève en fait. Ok. Ma propre histoire. C'est une petite histoire. En fait, moi, je suis arrivée en France et je n'avais pas de maison. Donc, je vis chez mon frère. Après, il me parlait d'un ami à lui qui a une petite maison à louer. Donc, comme je pouvais pas encore prendre quelque chose normalement, il fallait que je prenne au black parce que je n'avais pas encore une bonne situation. Et cet ami-là, c'est un Congolais. Donc, il accepte de me louer sa maison. Il me donne carrément sa maison hein, complètement, quoi, parce qu'il n'habitait pas là. Il habitait avec sa copine. Et je suis restée là. Il n'y avait aucun problème. 7 jours après que j'aménage dans la maison,
je rentre du boulot parce que je travaillais maison de retraite, c'est les boulots qui sont très fatigants. Quand je rentre du boulot, je m'allonge sur le lit et je me vois en train de sortir de moi, de sortir de mon corps et je suis au-dessus de moi, quoi. Oh, je me demande, mais couché, toujours dans la position couchée, mais au-dessus de moi. Je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et je suis consciente, bizarrement, je suis très consciente. Et je me dis, mais je suis en train de mourir, peut-être je suis en train de mourir, et je commence à essayer de me réveiller, je commence à prier et tout. Il était peut-être 17 heures, hein, c'était dans la journée. Et je me débat, après je me réveille, je me lève, je prie, après je me rendors. Ok, ça c'est la première nuit, la 7e nuit dans la maison. Et après, j'ai eu tellement de problèmes dans la nuit, j'entends des voix, j'entends des pas. C'est bizarre, je me dis, mais c'est quoi ça? Et la zone dans laquelle je vis, c'était même pas à Paris, c'était vraiment dans les villages un peu retirés là-bas. Et bon, j'ai supporté parce que de toute façon, je n'avais pas le choix. J'ai supporté. Et chaque fois, je me rends compte qu'un vêtement est perdu, que j'ai perdu un vêtement chez moi. Et comme je vis seule, bon, je me dis, ouais, c'est impossible. C'est juste peut-être, j'ai mal fouillé. Bon, je vais chercher ça une autre fois. Et je suis restée pendant 1 an et demi quand même. Hein. Je subissais des choses comme ça, mais bon, je restais tranquille, je n'avais pas le choix. Et après, quelques temps après, je prends mon jour de congé, un vendredi. Et mon vendredi de congé, mon proprio, il s'est dit que je suis en train de travailler. Il connaissait très bien mes horaires de travail. Et moi, j'ai pris mon jour de congé. Il n'est pas au courant. Je suis chez moi. Il est 11 heures comme ça. Et j'entends quelqu'un sonner. Il sonne. Et je me lève pas parce que j'ai pas rendez-vous avec quelqu'un. Je n'ouvre pas. Il sonne. Je n'ouvre pas. Après, je sens que quelqu'un est en train d'ouvrir la porte. Il est en train d'ouvrir la porte. Je me lève donc, j'ouvre la porte et il me voit, il sussaute, il panique. Je lui demande, mais tonton, parce que je l'appelle tonton, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ouvres la porte de chez moi quand je suis pas là? En panique, il sait même pas quoi dire, il commence à reculer en arrière, donc il se retourne pas, il recule en marche arrière. Donc, après, il s'en va. Toute la journée, moi, j'ai pas rappelé. Après, les gens m'appellent, beaucoup de personnes m'appellent, avec des voix différentes. Appelez votre propriétaire. Allô? Oui, c'est telle personne. Oui, appelez votre propriétaire parce qu'il y a une situation. Je n'appelle pas. Une autre femme m'appelle le soir. Appelez votre propriétaire parce qu'il y a un problème qui se passe chez vous. Je n'appelle pas. Et je reste tranquille. Sa femme m'appelle. Elle commence à me menacer. Oh, on avait dit qu'on n'aimait pas les Camerounaises. Voilà, maintenant, à cause de toi, le monsieur ne se sent pas bien. Il est ici, si quelque chose arrive à mon mari, vous allez voir. Ah, il dit Seigneur, moi je ne sais même pas qu'est-ce qui se passe. Je ne suis au courant de rien, je ne sais pas. Donc il venait accomplir ses rituels chez moi et il n'a pas pu les accomplir ce jour-là parce que j'étais là. J'ai perdu des affaires, des sous-vêtements, j'ai perdu plein de petits trucs. Donc il venait chez moi accomplir ses rituels et ça n'a pas marché. Finalement, je suis partie de là. J'ai déménagé, je suis partie. Donc, on peut dire que même en Occident, les gens viennent avec leur sorcellerie. Donc, c'est un peu ça. Forcément, rester Merci en beaucoup, prière. Alice, pour l'histoire. Mhm. Il y a le ruche partout, hein. C'est pas seulement ici en Afrique. Ceux qui sortent en partant en Europe en disant que oh, là-bas ils sont en sécurité là. Bonsoir, Mercedes. Bonsoir, comment ça va? D'accord. Bonsoir, ça va bien. Merci. J'espère que toi aussi et tous ceux qui sont dans le live. Je vais Il y très a bien, tellement merci. d'histoires et je pense que tu veux des histoires un peu plus courtes. Donc, je vais un peu essayer de On va de pas, résumer. c'est pas forcément les histoires un peu plus courtes. Si l'histoire est intéressante, il n'y a pas de problème. D'accord. Hop, Je vais donc vous raconter une histoire qui me touche personnellement, bon, comme tout le monde. Dans la famille de ma mère, ils étaient 8. Quand je dis ils étaient, vous allez vite comprendre. L'aîné de la famille de ma mère, c'est mon homonyme. Donc, je porte le même prénom. À l'époque,
parce qu'elle est déjà dans 65 ans. À l'époque, c'était la fille au village qui avait eu, si tu es Camerounais, tu sais, le BPC dans le village pour la première fois. Et quand elle a le BPC comme ça, la famille de ma mère vient d'une famille très pauvre. Donc, ça fait le tollé. On dit, mais une fille, déjà, à l'époque, c'était rare que les filles aillent à l'école, tu vois. Donc, sa grand-mère, la mère de mon grand-père, donc de son père, la mère de son père, dit à son fils, mon grand-père, j'espère que je ne perds pas des gens, que envoie-moi ta fille chez moi, parce que mon grand-père, bien sûr, il était là marié et tout, il était de son côté. Il dit à mon grand-père, envoie-moi ma petite fille. Moi, je suis Bassa, pour ceux qui connaissent, je dois la bénir. Donc, lui, naturellement, il envoie sa fille chez sa mère. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que la mère de mon grand-père était sorcière. Donc, elle a fait d'elle son héritière. Dès lors, sa vie a commencé à être catastrophique. Elle a le BPC, elle va en seconde, elle fait la première, elle arrive en première, elle fait la première pendant 7 ans. Mais elle est d'une intelligence terrible. Au bout de la 4e année, quand elle reprend le probatoire en première, parce qu'au Cameroun, il y a un examen qu'on appelle le probatoire. Au bout de la 4e année, elle donne des cours de 6e en 3e parce qu'elle a le niveau. Elle connaît, mais on ne sait pas pourquoi elle ne passe pas. Au bout de la 7e année, elle a le probatoire. Elle arrive en terminale. En terminale, elle fait 5 ans. Mais elle est toujours prof vacataire. À l'époque, c'était les Canadiens qui donnaient des cours et tout. Donc, il y a un de ses profs de français qui dit, écoute, quand je rentre au Canada, là, parce qu'elle est d'une beauté terrible. Quand je rentre avec toi. Elle vient donc dire à ses sœurs, parmi lesquelles il y a ma mère. Ma mère est la 3e, elle c'est l'aînée. Et ma mère, c'est quelqu'un qui a bourlingué. Ma mère dit non. Si tu dis à maman, elle va refuser parce qu'à l'époque, nos grands-parents là, ils n'étaient pas très éduqués. Elle a dit que les blancs mangeaient les noirs et tout. Ils savaient pas trop. Ma mère a dit que si tu dis à maman, tu vas rester ici. Mais elle était tellement matrixée étant l'aînée, elle a reçu vraiment toute la rigueur de l'éducation. Elle dit à ma grand-mère, comme on s'attendait, refuse. Entre-temps, elle voit des choses. La nuit, elle dort, mais elle ne dit pas. Elle voyage avec sa grand-mère, mais elle ne dit pas. La grand-mère finit par mourir. Et c'est à la fin que je vais peut-être sortir une sorte d'enseignement de cette histoire. Donc, le monsieur finit par partir, le blanc là, son professeur, avec sa camarade de classe. Quelque temps après, elle rencontre un autre Camerounais qui a fait ses études à Reims, à l'université de pharmacie. Il la voit, il craque, il dit que toi, non, tu es ma femme et tout. À l'époque, 2 jours avant le mariage, elle se plaint de douleurs de ventre. On dit, on va à l'hôpital et tout. Et ça, c'est mon père qui me raconte ça avant son décès. Il va aller à l'hôpital et tout. Et vu que mon père vient d'une famille assez aisée et qui courtisait ma mère, donc on l'appelait un peu le bon beau-frère, que bon, comme tu as souvent la voiture là, viens, tu nous accompagnes. Arrivé à l'hôpital, on dit non, c'est l'appendicite, c'est une opération bénigne, ça va bien se passer et tout, c'est rapide. Quelque temps après, le docteur avait dit 1h30 ou 2h au maximum, 3h, 4h, mais tout le monde attend que mais c'est toujours l'appendicite comme ça. Quand le docteur sort, il sort avec un sachet où il y a tout son utérus dedans. On dit qu'on a ouvert, on a vu que tout l'utérus était posé. Tout le monde est en panique. Comment, quand elle va sortir de la salle d'opération, on va lui dire que, en fait, elle ne peut plus enfanter alors qu'elle doit se marier dans 2 jours.
Finalement, c'est mon père qui prend les devants et tout ça. Il dit que bon, voilà, il y avait tel problème. C'est là où, petite anecdote, c'est ce jour-là qu'elle a goûté. Non, c'est dans cette période-là qu'elle a goûté sa première bière parce que ma grand-mère était tellement dépassée qu'un jour, elle a dit que viens, on peut boire un peu les castels nous deux parce que ma grand-mère ne savait pas quoi dire, elle aussi. Bref. Elle essaie de se remettre tant bien que mal. Elle fait la rencontre d'un avocat au barreau de Paris, toujours un Camerounais d'origine. Le Camerounais lui dit, moi je t'aime et tout, je vais t'épouser. Elle dit que où tu vas là, je suis là, je n'ai pas péri, voilà. Mais il était très évolué, tu vois, quelqu'un qui est né en France, il dit, mais c'est pas grave, on peut adopter, je peux faire mes enfants et tout, machin. Il vient, il adopte. Une semaine après la dot, il devient fou. Mais pas le fou qui pète un peu les plombs. Il marche tant qu'à le son, il se déshabille, il mange à la poubelle. C'est là où la famille dit que ici, là, non, votre histoire, ici, ce n'est pas clair. C'est comme ça elle s'appelle Marie comme moi. Elle ne s'est jamais mariée. À un moment, vu qu'on a grandi, ses sœurs ont fait leur vie. Donc, ma mère, ils étaient 6 filles, 2 garçons. Ses sœurs ont fait leur vie et tout ont voyagé, ont fondé leur famille. Mais on a constaté que les 2 garçons, parce qu'ils étaient juste 2 garçons, n'arrivaient pas à vivre leur vie, à s'envoler, à aller fonder leur famille. Ils sont restés tous les 3 là, dans la même maison familiale, jusqu'au décès de ma grand-mère. Pour ceux qui connaissent un peu le principe du tram, là, on dit que quand tu vends quelqu'un, quand tu tues quelqu'un, c'est après 5 ans qu'il faut renouveler. Donc, le petit frère meurt en 2009. C'est là où ma mère, qui est quand même quelqu'un qui regarde, dit que, mais cette histoire-là, qu'est-ce qui se passe même? Parce que c'est le petit frère, il ne buvait pas, il ne fumait pas, rien. C'était un sportif, lui, il voulait jouer au foot. On dit qu'il a eu infection pulmonaire. C'est quand il décède, ma mère va à la morgue pour voir le corps de son frère parce qu'elle n'était pas dans le pays qu'elle est décédée, elle allait regarder. C'est là où le morgue dit que vous êtes fort dans votre famille là. Ma mère dit que mais nous sommes forts comment? Elle dit que mais ta soeur elle vient seulement raser les poils pubiens de ton frère. Et ceux qui connaissent savent que les poils pubiens c'est très dangereux. Ma mère dit que quoi? Elle dit que ta soeur elle est venue raser les poils pubiens là. Ma mère aussi commence à regarder. On dit que non, en fait, c'est elle qui a fait en sorte que le petit frère parte pour travailler dans l'au-delà. Bref, je sais pas comment ils appellent ça. Ma mère gâte le corps. Donc, elle empêche d'aller travailler. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'elle avait déjà souscrit une assurance sur le grand frère. Que si le petit frère meurt, le grand frère part directement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le petit frère est mort, le grand frère est décédé. Quelque temps après, vu qu'elle n'a pas eu d'enfant, dans la société, là, on lui a demandé de dire qui est-ce qu'elle allait ramener pour la remplacer. C'est comme ça que, depuis mes 19 ans, j'ai commencé à rêver. Je rêvais d'une femme que je n'avais jamais vue parce que je n'ai pas connu mon grand-père. Mais, je voyais sa mère. Je voyais ma grand-mère qui venait. Je voyais tout le monde dans les rêves. Je vois comment tout le monde est dans la cour. Je vois une femme à une chaise à bascule avec le doigt coupé. C'est un jour, quand je vois cette femme-là, elle me dit que c'est le temps, il faut partir. Je dis, maman, un jour je me lève, je dis, maman, je vois une dame, elle a le doigt coupé. Elle ressemble beaucoup à Tata Marie, mais elle fume la pipe et tout. Ma mère est en train de faire la vaisselle, elle casse une assiette. Elle dit comment ça se fait que tu vois ton arrière-grand-mère alors que tu n'as pas connu ton grand-père. Ça a commencé à être... Moi, j'étais dans sortie du pays, j'étais plus à côté de ma mère. Ma mère me faisait des séances de délivrance et tout ça. J'ai senti sa présence, je l'ai entendu parler en ambassade dans ma chambre au Sénégal. Elle me dit que tu allais nous trahir et tout ça, tu ne veux pas venir alors que tu viens de nous prévenir. Elle dit que vous êtes fous, quoi. Je suis juste ta nièce. Nous ne sommes même pas, bref, ça a été très compliqué. Et jusqu'à présent,
Marie Geneviève n'était jamais mariée. Elle est devenue folle. Elle est devenue folle parce qu'on dit qu'elle a reçu la sorcellerie, mais elle n'a pas parlé. C'est pour ça que je veux dire aux gens qui sont ici présents sur le live que avant de donner les noms, les homonymes, là, rassurez-vous des personnes qui sont derrière. Parce que moi, ce que j'ai vécu, vous savez pas à quel point à quel point vous avez la chair de poule. Quand vous entendez quelqu'un qui est censé être mort depuis plus de 40 ans, on parle depuis plus de 50 ans. Vous parlez, vous dites qu'il faut que tu prennes le bâton. À un moment, quand mes soeurs ont accouché, elles ont dit que non. Je ne sais pas si tu dois porter notre bébé là, nos bébés maintenant, parce que ils savaient déjà que voilà, il y avait un certain lien qu'il a fallu rompre. Donc voilà, moi j'ai été un peu long, vous allez m'excuser, mais vraiment les trucs d'homonyme les éviter parce que je vous jure que truc sorcellerie, je sais que je ne suis pas là, mais j'ai beaucoup de ces, comment on va dire ça, beaucoup de ces caractéristiques. Des fois, quand je fais des trucs, je vois que c'est elle parce que je porte son nom. Donc faites attention. Excusez-moi si j'ai été longue. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Mercedes, pour l'histoire. Hello, DMG. Bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord. Moi, je voulais un peu revenir sur la paralysie du sommeil. Donc, un jour, j'ai intégré un groupe sur Facebook. Ça a duré, franchement, ça vaut 2 ans, mais 3 ans de cela que je me suis désabonnée. Il y a une télé derrière toi, hein? Une télé? Oui, c'est bon, vous m'entendez mieux? Ouais. Voilà. Donc, du coup, sur la page, il y a des gens qui disaient, j'ai vécu un truc du nom de paralysie du sommeil, tout et tout. Bon, moi, j'ai pris ça à la plaisanterie en disant que, non, ce sont des histoires, ça n'existe pas, tout et tout. Donc, une semaine après cela, je suis allée me coucher. Effectivement, j'ai eu le même truc, c'est-à-dire que la paralysie du sommeil. Et ça m'a tellement touchée que j'ai une partie de mon corps qui c'est comme si j'avais fait une crise de AVC au fait. C'était vraiment terrible. Donc, en quelque sorte, c'est pour dire comme ça que il y a des histoires à ne pas négliger. Si tu n'as pas vécu, ne dis pas que ça n'existe pas au fait. Voilà, c'est un peu ça. Peut-être que je vais remonter un autre jour pour... Merci beaucoup, Amour de vie. Allô, bonsoir DMG. Bonsoir la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je vais raconter... En fait, j'ai 2 petites histoires, mais ça va dépendre du temps que vous m'accordez. Je vais d'abord raconter une histoire qui n'est pas mon histoire, mais qui est venue lors d'une causerie, lorsque je rendais un témoignage. À travers cette histoire-là, je veux dire aux personnes qui font venir les filles dans les pays maghrébins pour travailler de faire très attention. Et aussi à ces derniers-là qui partent travailler chez les gens, de vraiment rester en prière. C'est une jeune fille qui vient elle vient sous un contrat pour aller travailler chez des personnes maghrébiennes. Et donc, quand elle arrive, on l'envoie direct chez cette famille-là et elle doit y rester normalement pour 1 mois avant de descendre. Donc, elle part, elle connaît pas, donc elle part. Quand elle part, elle demande à prendre une douche. Et la dame l'accompagne jusqu'à la douche. Elle veut fermer la porte pour prendre son bain. La dame lui dit non, qu'elle doit assister pendant qu'elle prend son bain. Elle est choquée, elle comprend pas, mais bon, comme elle connaît pas, elle a un peu peur et tout. Elle fait son bain, elle veut faire sa toilette, la dame lui dit que c'est elle qui va lui faire sa toilette. Aïe! Comment ça? Elle dit rien, elle accepte une première fois. Et pendant qu'elle fait le bain, elle constate que l'endroit où l'eau rentre là, c'est bouché en fait, l'eau ne coule pas. Elle fait son bain rapidement, elle sort. Quand
Quand elle revient dans la douche, elle vient trouver que l'eau a disparu. C'est comme si elle n'avait rien fait en fait. Le coin est tout sec, bien une fois, 2 fois, et c'était devenu l'habitude pour la dame. Donc elle appelle l'agencier pour lui dire, ah vraiment, voilà ce qui se passe ici et tout. La dame, elle est vraiment bizarre. Que elle me fait faire des choses et tout. Là, le monsieur lui dit, non, il faut attraper ton cœur, c'est pas facile. Hein. Quand tu viens à l'aventure, c'est pas facile. Attrape ton cœur au moins 2 semaines. Et comme ça, on va voir ce qu'on peut faire. La fille accepte. Elle reste là-bas. Jusqu'à ce qu'une nuit, la dame la prenne pour la mettre dans une chambre. Qu'elle pas dormir là-bas. La fille rentre dans la chambre et tout est noir. Elle enferme la fille. Tout est noir. Donc la fille prend peur. Elle commence à prier. Elle prie toute la nuit. Elle ne dort pas. Elle a tellement peur. Elle essaie de joindre l'agencier qui ne décroche pas. Donc elle appelle la dame qui l'a ramenée. Jusqu'au matin, la femme qui l'a pris pour le travail, là vient, elle ouvre la porte et elle commence à insulter la fille. Elle commence à vraiment, elle veut même taper sur la fille. Elle dit à la fille, pourquoi est-ce que la fille n'a pas dormi durant la nuit? Pourquoi est-ce que la fille n'a pas fermé l'œil de la nuit? La fille lui dit, mais j'avais pas sommeil. Elle dit, non, pourquoi? Donc la fille, elle envoie un message à la dame pour lui dire vraiment, je peux plus rester. Et si vous venez pas me chercher, je pense que je vais mourir ici. Donc la dame maintenant qui appelle l'agencier pour menacer l'agencier. Et la fille, elle rentre à la maison. Elle rentre, elle est comme perdue quoi. Elle n'arrive pas à parler. On lui demande ce qui se passe, elle ne peut pas parler. Donc c'est comme ça que la dame qui l'a envoyée l'amène chez une servante de Dieu. Lui dit, il faut parler. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Mais il faut que tu parles à la dame. Elle peut t'aider. Si c'est un problème d'ordre spirituel, elle pourra t'aider. C'est comme ça que la fille explique. Explique tout ce que je viens de vous expliquer là. Et dit que la dame avait un chat dans la chambre. Un chat noir. Un gros chat noir. Donc ce qui faisait qu'elle avait peur de dormir. Parce qu'elle ne sait pas si le chat allait sauter sur elle. Ou bien ce que le chat allait lui faire. Et la dame qui lui dit qu'il ne faudrait pas qu'elle dise un mot de ce qui se passe chez elle, sinon elle allait la tuer. Donc du coup, elle avait peur de s'exprimer. Donc c'est comme ça qu'ils ont fait des prières. Après ça, elle est tombée malade, mais par la grâce de Dieu, avec les prières et tout, maintenant elle va bien. Vraiment, les gens qui envoient les gens, là, surtout dans les pays maghrébins, là, faites attention. Quand quelqu'un part dans un coin travailler, qu'il vous dit vraiment, il raconte des difficultés là-bas, il raconte des trucs, des choses, des problèmes là-bas, comprenez. L'argent c'est bon, mais la vie d'abord, c'est quand on a la santé qu'on travaille. Et vous aussi qu'on amène chez les gens. Quand vous arrivez dans un coin là, cherchez au moins à envoyer la localisation. Comme ça, s'il y a un problème, on sait où aller vous chercher. Donc, c'était ça ma première histoire. Maintenant, je ne sais pas si le temps le permet pour raconter une deuxième histoire, mais qui est toute petite, elle est courte. Ok, allez-y. Ok, merci beaucoup. Donc, la deuxième histoire, c'est l'histoire d'une voisine. Une voisine qui aimait vraiment vider les poubelles tard dans la nuit. Chez nous, en Côte d'Ivoire, à partir de 18h, on vous dit... Bon, chez nous, les musulmans en général, on vous dit à partir de 18h, restez un peu à la maison le temps que 18h passe parce qu'il y a des génies qui passent, il y a des mauvais esprits qui passent et tout. Et à Nyongo, sud à gauche, on avait un grand terrain à l'époque qui n'était pas habité, mais qui servait de potoir d'ordures. Donc on partait tous verser la poubelle là-bas. À partir de 18h, quand on tombe vers 18h, le coin il est vide, on interdisait tout le monde d'aller verser la poubelle. Mais ma copine, elle était quelqu'un de têtu. Quand on dit de ne pas faire quelque chose, c'est ce qu'elle fait. Un soir, elle se lève, elle prend la poubelle, elle part pour jeter à 18h. Quand elle part, elle arrive là-bas, bam, dans son oreille. Elle reçoit vraiment une bonne dose de paracétamol à l'oreille. Elle vient à la maison. Quand elle vient à la maison, elle est comme quelqu'un de tolol, quoi. Elle n'entend plus. Quand on lui parle, elle regarde dans le vide. Elle est devenue complètement sourde. Elle n'entendait pas. Et la partie où on l'a giflé, l'œil ne fonctionnait plus. Ça dit qu'elle n'arrivait plus à voir. Donc on ne savait pas ce qui se passait. Ça a duré comme ça une semaine jusqu'à ce qu'on l'envoie chez des praticiens pour pouvoir l'examiner. Et c'est là qu'ils ont dit
qu'elle a eu à verser, elle est allée jeter des ordures vers 18 heures. Et quand elle allait verser des ordures là, il s'avérait que elle aurait versé les ordures là sur les enfants d'un génie, sur l'enfant d'un génie. Donc du coup, ce dernier lui a donné une bonne baffe. Donc c'est ce qui avait fait qu'elle avait perdu la boule. Mais par la grâce de Dieu, maintenant ça va, elle a des enfants et tout. Donc vraiment, faut dire aux gens que les choses de l'Afrique existent, quoi. Quand tu es dans un coin, qu'on te dit ici, là, faut pas faire comme ça, il faut faire comme on dit là. Parce que ceux qui ne le font pas, c'est pas parce qu'ils ont pas envie de faire ou parce qu'ils sont bêtes. Ils le disent en connaissance de cause. Donc voilà un peu mes deux histoires. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse encore pour ce que vous faites et merci à la famille. Bye. Merci beaucoup, Yamé, pour l'histoire. Pour les deux histoires.